Un bon week-end, eh bien on revient avec l'actualité, c'est le handball et la 21e Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a réussi la passe de 3, la Tunisie également est qualifiée, l'Égypte est qualifiée pour le prochain tour en attendant cette dernière semaine qui nous mènera jusqu'au 25 avec, on l'espère, notre équipe nationale en finale. Deuxième partie d'émission, on parlera football. Notre invité sur la première partie, c'est le vice-président de la Fédération internationale de handball, monsieur Joël Delplan. Merci d'avoir répondu à l'invitation, merci d'être avec nous. Bienvenue en Bonsoir. Algérie. Bonsoir, merci. Et notre spécialiste de hand, Saïd Lasset, journaliste au Jeune Indépendant. Bienvenue en Algérie une nouvelle fois. Il y a le championnat d'Europe des Nations. Vous êtes à Alger. Pour le moment, la compétition, vous préférez la compétition africaine? C'est vrai que je suis partagé, je ne vous le cache pas, à la fois ici en Algérie et à Alger pour apporter mon soutien au handball algérien et au handball africain, et en même temps, évidemment, un œil sur l'équipe de France qui, dans une heure, donc, va rencontrer la Croatie, le classico des compétitions internationales habituelles. C'est ce qui se fait mieux actuellement au niveau mondial avec le Danemark et l'Espagne. Oui, je pense qu'effectivement, la France, la Croatie, le Danemark et l'Espagne font partie du Gotha du handball international. Alors, vous êtes à Alger, vous avez assisté au match à la salle Halcha. Première impression? Ben, d'abord, j'ai été impressionné par la salle elle-même, déjà, de par sa qualité, de par son environnement, et puis aussi tous les ingrédients aujourd'hui du standard international de la compétition étaient réunis. Je pense que, en tout cas, une bonne impression. Vous avez assisté également au match sur le plan technique? Alors sur le plan technique, il y a incontestablement de la bonne volonté de part et d'autre. Il y a assurément des progrès sans doute à faire dans toutes les équipes, puisqu'elles sont toutes confrontées à des problèmes de préparation, sûrement pour ces championnats qui sont souvent difficiles. Mais bon, je pense que ce tournoi est un tournoi long qu'il faut savoir gérer. Je pense que c'est dans la gestion justement de la compétition qu'on verra aussi la qualité, la fraîcheur et la densité de chacune de ces équipes. Saïd Lasset. Vous restez là jusqu'à la fin de la compétition? Non, bien sûr. Donc, je vais quitter l'Algérie demain matin pour rejoindre, donc, vous l'avez compris, le Danemark et l'équipe nationale pour le tournoi final des championnats d'Europe au Danemark qui se déroule actuellement. Et dans une heure, il y a Croatie-France, Classico, c'est la finale avant la lettre. Un petit pronostic, M. Delplanque? Bah, écoutez, la France a perdu contre la Croatie au dernier championnat du monde en Espagne, donc il serait assez légitime que cette fois ce soit le tour de la France. Alors, je reviens au continent africain. L'Afrique a perdu des places sur les championnats du monde. Son quota, on a vu le nombre de places diminuer. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, ça prive l'Afrique d'une place et ça prive également, ça ne tire pas le continent vers le haut? Le fait qu'il n'y ait une équipe en moins, alors qu'on pensait qu'on allait avoir en plus. Oui, bien sûr, mais encore faut-il que le niveau de compétitivité des équipes nationales soit à la hauteur. Les championnats du monde, les Jeux olympiques, pour ce qui concerne notre sport, vous le savez, nous sommes dans un environnement concurrentiel et nous sommes tenus de présenter le meilleur de notre discipline. Donc, c'est peut-être une décision qui vous paraît un peu difficile, mais je crois que sur un plan sportif, qui avait sa légitimité. On est bien loin de l'esprit de Coubertin. Non, dans la mesure où le handball essaye de se développer sur tous les continents. L'esprit de Coubertin, c'était effectivement... Quand vous parlez des Jeux Olympiques, aujourd'hui, on a vu, ça devient très, très compliqué. Pas pour que le hand, même sur les autres disciplines. On prend vraiment le meilleur des meilleurs. Oui, non, c'est un compromis. Enfin, c'est à la fois un compromis entre l'excellence et son universalité. Et donc, c'est ce compromis-là, effectivement, chaque discipline est à la recherche de cet équilibre. Je pense qu'en ce qui nous concerne, nous progressons. Nous avons sans doute encore des progrès à faire, à la fois en Asie également, en Amérique du Sud, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ça est la 7. La coopération algéro-française en handball, c'est une coopération qui avait pris effet il y a très longtemps, il y a 30 ans derrière. Au lendemain de la victoire de l'Algérie au JM de 83 à Casablanca, et puis par la suite, la France sollicitait l'Algérie pour des matchs amicaux. Ça, oui, c'était possible. Par la suite, il y a eu une confrontation en 96 à Lyon, une double confrontation, Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez relancer cette coopération parce que c'est le handball algérien qui a besoin du handball hexagonal de la France? Oui, je pense que le handball africain, de manière générale, a besoin de la Fédération française de handball. Il n'y a pas que des Algériens qui pratiquent
le handball dans les clubs français. Beaucoup de pays africains sont représentés, mais il est clair que les relations que nous avions avec l'Algérie et que nous avons toujours avec l'Algérie sont des relations privilégiées, un peu particulières. Je pense que si après les difficultés qu'a connues le handball algérien, je pense que la sérénité et la qualité du travail peut effectivement se remettre en route, je pense qu'on peut retrouver les chemins de la coopération du type de celle que vous évoquiez. Le président de la Fédération algérienne de handball, sur ce même plateau, a dit qu'il envisageait d'organiser un tournoi, ce serait un tournoi annuel regroupant des nations telles que la France, l'Allemagne, la Tunisie. Est-ce que vous avez eu vent de ce projet? Est-ce qu'il vous en a déjà parlé? Oui, effectivement, il m'en a fait part. C'est peut-être quasiment la première chose qu'il m'a dite en arrivant. Quand je lui faisais part justement de ce que j'évoquais tout à l'heure de la grande satisfaction que j'avais eue à voir cette salle, à voir ce standard de l'organisation, il me dit, tu vois, il me manque une seule chose, c'est qu'effectivement de grandes équipes européennes, éventuellement, dont bien entendu la France, puissent de nouveau fréquenter les installations sportives d'Alger. Bon, d'Algérie, ou d'Alger en particulier. Bon, pourquoi pas, mais enfin bon, alors là, je ne vous cache pas que les difficultés sont réelles. De calendrier? Le problème du calendrier, le handball français est rentré de plein pied dans le professionnalisme, la disponibilité des joueurs est une véritable question. Un exemple, pour ce championnat d'Europe qui se déroule actuellement, la France a eu 5 jours pour se préparer à ce championnat d'Europe. C'est dire que c'est pas facile à trouver les disponibilités nécessaires, mais je suis persuadé que, comme disait l'autre, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, je pense que si effectivement le handball algérien continue à progresser comme je lui souhaite, je pense qu'il sera plus aisé pour nous d'organiser cette confrontation. Absolument. Le fossé avec l'Europe et le continent africain, quand vous voyez des équipes comme la Tunisie qui a battu l'Allemagne, l'Égypte qui reste également une référence, l'Algérie qui a énormément perdu ces dernières années, le fossé est immense ou bien vous dites non? Non, d'abord vous venez de le rappeler, au travers des performances que l'équipe tunisienne et l'équipe égyptienne a réalisées, donc il n'y a aucune raison pour que l'Algérie ne soit effectivement pas également, n'emprunte pas la même voie. La preuve, vous le rappeliez, en 83, c'était l'Algérie qui battait la France, de ce savoir-faire au JM de Casablanca, et à l'attaquer également. Et à l'attaquer, effectivement, aux Jeux méditerranéens en Syrie qui ont suivi. Donc, à l'époque, c'était l'Algérie qui donnait la leçon à la France. Donc, il n'y a aucune raison que ce savoir-faire, aujourd'hui, ne renaisse pas. Mais quand vous voyez ces équipes, par exemple, qu'est-ce qui pourrait faire cette dynamique enclenchée, pour qu'il y ait cette dynamique concernant le handball? Parce qu'on voit le handball algérien a beaucoup perdu ces dernières années, avec la crise qu'a vécue la Fédération algérienne de handball. L'apport, par exemple, de la Fédération internationale, puisque je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération internationale, l'apport, de quelle manière est-ce qu'il pourrait se faire, quand je dis l'Algérie, sur le continent africain, pour permettre à sa discipline de s'installer? Parce qu'on le voit, à part les pays du Maghreb, pour le reste, la discipline n'est pas très développée. Oui, je pense que l'apport peut se faire d'abord dans les échanges de cadres, dans l'organisation et l'accueil de cadres, dans également en ce qui concerne l'arbitrage. Il faut qu'en même temps, l'arbitrage progresse. Je pense également dans les problèmes d'organisation, mais encore une fois, ce que j'ai vu ici à Alger était parfaitement conforme au standard international. Je pense que c'est principalement dans une réforme assez drastique du championnat national, qui privilégie le haut niveau et l'organisation de l'élite, avec des confrontations peut-être plus grandes également. Ça, c'est une première chose. Et puis, sans doute, effectivement, multiplier les contacts avec les équipes internationales. Saïd Lasset. Monsieur Delplanque, depuis votre intronisation à la Fédération française de handball, vous enrichissez un peu tous les volets pour mener à bien votre mission. Et parmi vos objectifs, vous signez un contrat avec la tutelle, avec le ministère des Sports en février 2013, portant sur le cadre emploi des jeunes dans le handball. Une année après, quel bilan faites-vous de ce nouveau système de gestion? Et puis, c'est quoi au juste ce volet qui parle beaucoup plus d'emploi des handballeurs, des jeunes handballeurs? Oui. Vous savez, en France, depuis de nombreuses années, la France est confrontée à un problème de l'emploi. Et il y a
au fur et à mesure des gouvernements, ce qu'on appelle des dispositifs de contrats aidés. Ce qu'on a appelé à une époque les emplois jeunes. Ce gouvernement a créé, un peu dans le même style, un nouveau concept qui s'appelle les emplois d'avenir. Et chaque fédération a été sollicitée par notre ministre des Sports pour négocier éventuellement quel type d'objectif en termes d'encadrement et d'emploi chaque fédération était en mesure d'atteindre. En ce qui me concerne, vous le rappeliez, et effectivement, il y a 1 an et demi, j'ai signé avec Valérie Fourniron, notre ministre des Sports, un objectif de 200 emplois à la fin de l'année 2014. Je peux vous dire que, puisque j'ai demandé les statistiques avant de venir ici, je ne m'attendais pas à cette question, mais en tout cas, j'ai les chiffres très précis, j'en suis à 160. Donc, 160 emplois. Alors, pourquoi, effectivement, nous sommes attachés à cet objectif? D'abord, pour soutenir la politique de l'emploi dans notre pays, je crois que c'est important. 2, je pense que dans toutes les familles de handballeurs, le problème de l'emploi est une véritable question. Et si nous pouvons offrir, au travers de notre organisation, la capacité à rendre service à nos clubs, à nos familles, aux handballeurs, d'offrir la possibilité de le mettre des emplois à leur disposition, je crois que c'est une bonne chose. Et par ailleurs, c'est une manière aussi de structurer nos clubs, de permettre de mettre en place des politiques de développement dans tous les secteurs d'activité. Je pense notamment à celui de l'aménagement des rythmes scolaires, vous savez, qui en France vient de se mettre en place. Nos cadres, ces jeunes, ont vocation à la fois de participer à l'encadrement, mais aussi d'ouvrir le champ des activités, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et en permettant, au travers de ces aides, ces emplois, on a parallèlement créé, je crois que c'est quelque chose de très très important à savoir, chaque licencié contribue à un fonds spécial qui va permettre que quand le dispositif de l'aide du gouvernement va s'arrêter, ce fonds va permettre à chaque club de pouvoir continuer à salarier ces jeunes. Et donc ces jeunes vont rentrer à la fois dans la vie active et dans le développement de nos sports et dans la professionnalisation. Pour bien comprendre, vous avez associé les clubs professionnels à ce projet? On a associé l'ensemble des clubs avec un dispositif de mutualisation, parce que l'employabilité d'un jeune, si vous êtes isolé avec votre club, vous n'avez pas forcément les ressources suffisantes. Mais si on s'associe tous les trois, éventuellement de nos 3 clubs, et qu'on met nos ressources ensemble, on a la capacité peut-être de salarier une personne ou peut-être un demi-emploi. Et c'est grâce à cette mutualisation et grâce au fonds que la fédération réinjecte par ailleurs qu'on peut obtenir la pérennisation de cet emploi. Est-ce que vous pensez, dans le même sillage, est-ce que vous pensez que pour le continent, pour le Maghreb, aujourd'hui, au vu du développement de la discipline, qu'il serait temps de passer au professionnalisme? En tout cas, sûrement, je ne sais pas s'il est temps de passer au professionnalisme. Je suis à ce stade pas en mesure de vous répondre. Sur ce que vous voyez, ce qui se fait en Tunisie, ce qui se fait en Égypte? Ce que je crois, au travers de l'expérience que j'ai de la gestion de la Fédération française de handball, c'est que seul, on est plus faible. Et que pour se développer, il faut mettre en commun son énergie, ses moyens, ses installations, son savoir-faire. Et donc, si j'avais un conseil à donner, indépendamment de la mise en commun des moyens financiers, puisqu'il s'agit, pour employer des gens, il faut avoir les ressources nécessaires, il faut, mettre en commun ces ressources humaines et essayer de développer à l'adresse de la population un projet qui permette justement au handball, puisque c'est dont il s'agit, par exemple de se développer à l'école, de se développer en dehors de l'école, de se développer pendant le temps scolaire ou dans le temps périscolaire, d'avoir des programmes particuliers à l'égard des personnes plus âgées, d'être en capacité d'avoir des compétences pour organiser des événements, vous voyez. En multipliant ainsi l'ensemble des activités, on peut s'apercevoir, les autorités publiques, les partenaires purs privés peuvent être en contact de ces compétences et de s'apercevoir qu'il y a effectivement là une énergie, un savoir-faire, une compétence et qu'on peut la soutenir. Une autre question concernant l'instance internationale. La France, label de qualité dans le G7 mondial, n'a pas présenté de candidat potentiel au poste suprême de l'IHF. Pourquoi ?
D'abord parce que je supporte Hassan Moustapha, le président de la Fédération internationale. Et en ce qui me concerne, je suis membre de l'exécutif. Donc nous avions convenu que nous étions une équipe et que c'était sur ces bases-là que nous présentions aux électeurs lors du dernier congrès au Qatar en octobre dernier. Très bien. Maintenant, on va parler du Golden Champion masculin. Le Qatar participe au Golden Champion. Oui. On aurait aimé, bon, sur le papier, je dis bien sur le papier, le Qatar est néophyte du handball. Oui. Sauf que sur le terrain, bon, il y a une équipe un peu, il y a un amalgame d'effectifs qui vient de diverses nationalités. Est-ce que dans les années à venir, on peut voir une autre nation de manifestation qui a eu lieu, je crois, en début janvier, je crois, en France? Oui. Juste avant le championnat d'Europe. Absolument. Alors effectivement, d'abord, il faut expliquer peut-être aux auditeurs, aux téléspectateurs ce qu'est la Golden League. La Golden League, c'est un tournoi international qui est organisé par le Danemark, la Norvège et la France. C'est un accord que nous avons passé entre nous pour fidéliser nos relations, d'une part, et d'autre part, compte tenu de leur situation dans la hiérarchie du handball, les télévisions nous ont encouragés, les télévisions danoises, norvégiennes et françaises, nous ont encouragés également à cet accord pour être sûr que ce tournoi sera un tournoi de très haut niveau sur le plan technique. La règle que nous sommes donnée également, après avoir signé cet agrément, c'est que quand on est au Danemark, quand on est en Norvège, quand on est en France, chacun a la capacité d'avoir un invité. Ah, parfait. Donc, le Danemark avait invité la Croatie, la Norvège avait invité la Slovénie, et en ce qui nous concerne, donc vous le rappeliez, nous avons invité le Qatar. Alors, pourquoi avons-nous invité le Qatar? Parce que la Fédération française de handball, à l'image de l'accord que nous avons avec la Fédération algérienne, a un accord avec la Fédération du Qatar, d'une part, que d'autre part, vous le savez, que le Qatar organise le championnat du monde en janvier prochain, en 2015, et que c'était une manière aussi de soutenir la préparation de cette équipe. Alors, avant les championnats d'Asie qui se déroulent là en ce moment également, en même temps que la Coupe des Nations africaines, et pour préparer également cette équipe pour les championnats du monde. En plus, vous pouvez l'imaginer, avec leur nouvel entraîneur, Rivera, la France a des relations un peu privilégiées également. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons donc choisi d'inviter pour cette édition française et pour la première édition, le Qatar. Ça peut évoluer dans le futur. Bien sûr, puisque, encore une fois, chaque pays a la capacité d'avoir un invité, et on le fera, bien entendu, pour les prochaines éditions. Sur le niveau technique, ce que vous voyez, vous êtes rendu qu'à la salle Halcha, je suppose. Oui, jusqu'à maintenant, oui. Je n'ai vu que les garçons, malheureusement. Vous n'avez vu que les garçons, vous n'avez pas vu les filles? Non, malheureusement, non. Alors, justement, concernant le niveau technique, sur ce que vous avez vu Algérie-Angola, je ne sais pas si vous avez vu Algérie-République démocratique du Congo, oui. Également. Qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, le Maghreb est en avance sur le reste du continent? Alors, je pense que je vois souvent dans les équipes africaines des joueurs de qualité technique avec des qualités physiques incontestables, qui privilégient ces qualités physiques individuelles davantage dans les duels que dans l'organisation collective. Et je pense que ce dont souffrent peut-être un petit peu plus ces équipes dans leur préparation, c'est leur se préparer ensemble. Tout à l'heure au début de cette interview, à savoir la capacité à rassembler l'équipe qui souvent est dispersée et d'avoir un peu de temps. Les nations, actuellement, vous vivez les mêmes problèmes que le football. En partie, oui, effectivement. À savoir pouvoir rassembler les joueurs à des moments bien précis. Oui, je vous le dis encore une fois d'expérience. J'évoquais tout à l'heure la préparation de l'équipe de France avant le championnat d'Europe, que seulement 5-6 jours de préparation. Et on voit bien au fur et à mesure des matchs que l'équipe de France, progressivement, arrive à trouver ses marques, que la cohésion, le fait que tout le monde soit ensemble au rendez-vous, alors aussi bien en attaque qu'en défense, ce sont des choses qui nécessitent un peu de temps. Et c'est sans doute une des difficultés, indépendamment des aspects techniques dont souffrent nos équipes africaines. On vous a vu aller saluer avant le match d'Algérie Mohamed Mokrani. Oui, c'est vrai.
D'abord parce que j'ai une relation affective avec lui, que je le connais bien puisqu'il joue, vous savez, à Dunkerque, que j'avais déjà salué au Maroc l'année dernière à Rabat. Voilà, je voulais simplement lui faire un petit coucou, quoi. Voilà, tout simplement, à titre personnel. Et en plus, rappelons qu'il est blessé, puisqu'il sur le match contre la République l'Angola, il n'a pas joué. Non, il a fait un bout de match contre la République démocratique du Congo, des problèmes au dos. Bon, on espère qu'il sera rétabli. Il reprendra demain. En principe, il reprendra demain. Selon le staff technique, il reprendra demain. Contre le Congo-Brazzaville. Contre le Congo-Brazzaville. Bonne nouvelle, alors. Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un joueur, c'est un pivot. Il est indispensable à l'équipe. Effectivement, il apporte justement la cohésion, son expérience, la bonne gestion des temps faibles et des temps forts, ce dont peut-être un peu, dont souffre un petit peu l'équipe nationale algérienne, dont on voit qu'elle a des hauts et des bas. Et donc, c'est à cette gestion, je pense que Mokrani peut apporter beaucoup. Et puis, il a pris part au dernier gala à Bercy, avec les meilleurs, la sélection des étrangers et l'équipe de France. Oui, il était dans le All-Star Games. Le All-Star Games, voilà, absolument. qui était une initiative également de la Ligue professionnelle de handball, qui est un peu à l'image des démonstrations qu'organise le basket. Le handball s'est aussi lancé pour la première fois, donc à Bercy, dans cette initiative, qui a connu donc un relatif succès, puisque près de 9-10 000 personnes étaient présentes. C'est une manière également un peu différente. De faire de la promotion de la discipline. Et des individus également qui la pratiquent. Monsieur Delplan, Joël, on arrive à la fin de cette émission, de cette première partie d'émission. Ça a été vraiment agréable. On vous souhaite bon vent. Merci. Avec l'équipe de France et également on souhaite à l'équipe d'Algérie d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu présent. Vous restez avec nous, la page de pub. Après, on se retrouve pour la deuxième partie pour parler football. Après la première partie consacrée au handball à la 21e Coupe d'Afrique des Nations, notre invité était M. Delplan, le vice-président de la Fédération internationale de hand et président de la Fédération française de football. Sur cette deuxième partie, comme on l'avait annoncé, du football avec la reprise du championnat de Ligue 1 qui s'est achevé hier, 16e journée, début de la phase retour. On va pouvoir évoquer en détail justement cette journée. On parlera d'athlétisme avec l'avant-dernière manche, l'avant-dernier cross. Avant Tlemcen, c'était à Tizi Ouzou. On retrouvera Abdou Serwani pour parler football avec Amirouche Boujedou de compétition. Bonsoir Amirouche. Et Falida Itzaada du buteur. Bonsoir tous deux. 16e journée, on retiendra un fait déjà. Cette coupure d'électricité au stade de l'unité maghrébine lors de la confrontation Mob de Béjaïa, Usma d'Alger. Au moment où Chafaï marque pour l'Usma d'Alger, coupure d'électricité, 45 minutes réglementaires et l'arbitre siffle la fin du match. C'est un fait inédit. Inédit, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas souvenir. Et première conséquence, le directeur du stade a été limogé par le Wali. Ben, je n'ai pas souvenir, aussi loin que remonte... Si, j'ai souvenir. Oui, moi j'ai pas Finale de la Coupe d'Algérie. Finale de la Coupe d'Algérie, oui, mais contre l'Usma d'Alger, contre Michelia. Bon, mais c'était une coupure de quelques minutes. Après, le courant a été rétabli. Mais je n'ai pas souvenir d'un match qui s'est terminé à cause de l'absence d'éclairage, c'est-à-dire match arrêté et donc vainqueur de l'équipe. Ils n'ont pas de groupe électrogène au stade de l'unité maghrébine. Je ne sais pas. C'est assez grave à l'ère du professionnalisme. Maintenant, ça n'a rien à voir. C'est pas le professionnalisme, ça c'est le directeur du stade. Je suis désolé. Oui, directeur du stade. Oui, mais c'est à l'ère du professionnalisme. Mais les stades n'appartiennent pas au club. Oui, on ne va pas tout mettre sur le dos du professionnalisme. Là, justement, à la décharge du MOB, le stade ne lui appartient pas. Donc, ils sont domiciliés. Est-ce que le MOB est responsable de ce qui s'est passé? Ils auraient dû tout contrôler avant. Voilà, c'est ça. Quand je dis à l'ère du professionnalisme, il faut tout maîtriser. Il faut tout vérifier, tout contrôler. Mais le stade n'appartient pas au MOB. Est-ce qu'il faut incriminer le MOB? C'est là où un peu le règlement est injuste. Mais le règlement est ce qu'il est. Heureusement pour l'Usma d'Alger, l'équipe a marqué, donc mené au score. Et donc, heureusement pour elle, elle a eu le gain du match selon les réglementations. Malheureusement pour le MOB, ils devront aller contrôler le groupe électrogène. Cette erreur, on ne sait pas si c'est une erreur, si c'est une négligence, lui a coûté 3 points, alors que sur le match, elle aurait pu revenir en deuxième mi-temps. Est-ce que le stade est homologué? Il est homologué. Sans groupe électrogène. Avec groupe électrogène, sûrement. Il doit être homologué avec groupe électrogène. Il y a eu un problème qui s'est posé et le directeur du stade a payé. Mais attendez, quand vous le dites comme ça, et pour le téléspectateur qui ne suit pas de près, ou pour le téléspectateur avisé, il dit mais attendez, mais c'est la JS Kabylie qui en tire profit. Puisque la prochaine journée, il y aura JSK Usma. Mamouche et Bouchama qui n'ont pas purgé leur suspension, donc qui vont être absents lors de ce match. Mais
On doit ajouter que le président du MOB a parlé d'un complot. Il n'a pas visé des personnes. Oui, mais là, c'est pour se dédouaner. Il ne va pas dire sur pour le complot. Tout de suite, on crie complot. Non, mais une erreur. S'il Ça a été de la S'il a négligence. parlé de complot, je pense qu'il Non, mais a c'est de la visé des personnes. C'est de la négligence, c'est point à la ligne. Faut pas exagérer. La négligence de la part du directeur du stade ou de ceux qui Mais sont chargés de tout est-ce qu'ils ont contrôler. la gestion du stade? Non, mais Ils le ont pas directeur la du gestion stade, le directeur, en principe, les dirigeants du MOB auraient dû tout contrôler le jour de la veille du match, parce que les tickets, l'éclairage, le groupe électrogène. Bon, ils l'ont pas fait. Eh ben, ils subissent les conséquences. Non, parce mais que le personne, timing- je pense, n'a pensé à cette coupure d'électricité que ça pouvait arriver. Pourquoi juste après le but de Chafaï? Pourquoi pas avant? Bon, ça Non, aurait non, pu arriver, c'était c'est le hasard. ça. c'était avant, juste Ah, le avant le hasard, but, moi, au moment où Meftah a Passe. centré. Voilà. Mais là, bon, je ne partage pas l'idée que ce soit avantageux pour la JSK, parce que je pense que la JSK aurait préféré que l'USMA ne gagne pas à Béjaïa. Maintenant, si on voit sur le plan comptable, ce qui aurait arrangé la JSK, c'est que l'USMA ramène un point ou ne ramène pas point, 2 points Oui, du mais tout. dans le même temps, il y a là, deux- la il y a deux situation joueurs clés. l'avantage par rapport au prochain match du championnat, peut-être, mais je ne vois pas les choses sous cet angle. Les circonstances ont été favorables à l'USMA d'Alger, bien tant mieux pour eux et tant mieux pour le MOB. Quoique je persiste à croire que le MOB n'est pas entièrement responsable de ce qui s'est Et passé. demain, la commission va se prononcer sur cette affaire. Bon, en principe, match gagné à l'USMA d'Alger. On a parlé de la JS Kabylie. La JSK gagne contre l'Alma avec le joueur libyen. Zabia, voilà, qui a marqué le premier but, et Bossé qui marque le second but. En d'autres termes, c'est un duo qui, pour son premier match, a marqué, et c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Ça peut être justement, ce duo peut régler les problèmes d'attaque de la JS Kabylie. Ben oui, c'était déjà, on en a parlé déjà durant la préparation. Ce sont deux attaquants qui se complètent. Et Bossé joue comme un avant-centre, et Zabia juste derrière qui profite des couloirs que lui fait Bossé. Et dès le premier match, on a vu les deux attaquants marquer, ce qui n'était pas le cas. Et Bossé, je ne me souviens pas de la dernière fois où il a marqué un but. Ça fait 6 journées qu'il n'a pas marqué. C'est le meilleur buteur du club. 6 buts. Oui, 7 buts. 7 buts, pardon. 7 buts. Et il y a aussi l'apport de Eid Selem quand même De Sisselem. de Sisselem ou Eid Oui, Selem Sisselem. qui a fait aussi un bon match. La JSK aurait pu gagner avec un score plus large. Ils ont dominé la partie. Bon, il y a eu quand même, malgré la victoire, il y a eu des insultes à l'encontre du président et de l'entraîneur. Alors justement, la déclaration de Azdin Aïdjoudi, il nous sort un truc à la fin du match. Moi, je pensais qu'il était heureux, qu'il était joyeux, qu'il allait faire la fête, il reste au contact du groupe de tête. Et voilà, qu'il nous sort un truc. Bon, il n'identifie pas les personnes, il dit il y a une argument, il les identifie pas, mais il dit ouais, on essaie de nous déstabiliser, sinon je vais partir. Pourquoi ? Mais parce que... Tout le monde, pourtant, il devrait être heureux. Il gagne, l'équipe est à la troisième place au classement général avec 27 points, un total de 27 points. Tout va bien. Mais est-ce que vous connaissez des joueurs et des entraîneurs qui se font insulter durant tout le match alors qu'ils mènent au score? Donc il y a vraiment une action de Mais déstabilisation. j'ai l'impression qu'on crie au complot à chaque fois. Bon, Non, peut-être qu'il y en a un qui Bon, n'est ça, pas pour content. ceux qui connaissent la cuisine interne à la JSK, c'est pas... Vous la difficile. connaissez, alors expliquez-nous. Oui, non, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été libérés cet hiver à l'occasion du mercato, et ces joueurs-là ont des copains à Tizi Ouzou, sur de la famille. À qui vous pensez? Bon, il y en a, bon, je ne pense pas. Il y a des joueurs qui ont de la famille et des amis à Tizi Ouzou, et ces amis sont montés au stade dans une sorte de descente, entre guillemets, pour impressionner l'entraîneur et le président, pour les insulter. Pourquoi vous avez libéré nos amis? Bon, ça, c'est un peu courant à Tizi Ouzou et tout, mais là, il faut mettre à le haut. Là. Ben, si ces joueurs ont été libérés, c'est que forcément, ils n'ont pas le niveau. Je ne connais pas un entraîneur qui libère un bon joueur. Alors là, il faut laisser la JSK travailler. Il y a eu une victoire hier, et si Aïdjoudi, qui est de nature très calme, on est arrivé jusqu'à menacé de démissionner, être très en colère, c'est qu'il a été touché au plus profond de lui-même. Et là, vraiment, nos correspondants qui étaient là-bas ont été affirmatifs. Ces gens-là ont été très méchants et n'ont pas cessé d'insulter les joueurs du début du match jusqu'à la fin. Ça, c'est on va nous intéresser. Bon, vous le dites, c'est un fait. Il est important parce que c'est ce qu'on retiendra des déclarations de fin de match, cette déclaration de Azdin Aïdjoudi, du président Hanachi également. Mais la JSK qui réussit son entame de phase retour avec un joueur recruté au mercato qui marque et Bossé qui retrouve le chemin des filets. Ça arrive avant le match contre l'USMA d'Alger dans 15 jours. Tout se présente bien pour cette équipe de la JS Kabylie cette saison.
Oui, mais Mahmoud, laissez-moi ajouter un truc. Mais je vous laisse. Je pense pas que les insultes à l'encontre de Ejoudi sont la seule raison c'est-à-dire c'est la seule raison de ce qu'il a dit en fin de match, parce que Ejoudi était sous pression bien avant. Il y a eu le cas Zabia 2 jours avant, qui s'est disputé avec Aouadj, après avec l'entraîneur. Et le président... Avec Karouf. Avec Karouf. Le président, lors d'une émission chez vous, il a dit que le staff technique doit assumer, doit gérer le vestiaire, alors que Zabia est pour le moment intouchable. C'est-à-dire, il sait que Ejoudi, s'il fait un rapport à la direction... Déjà, il y a un problème, Zabia, il vient d'arriver, il marque un but déjà. Mais c'est pas possible, ça. Non, mais je vais vous dire une chose. Il est difficile à gérer, Zabia. Zabia est un joueur très difficile à gérer. C'est un très bon joueur qui peut ajouter un plus, mais c'est un joueur difficile à gérer. Et il l'a prouvé déjà. C'est retard. Il est venu, il est reparti. Après, il est venu en retard en stage. Et le président l'a couvert. Et maintenant, il se bat avec l'adjoint. Bien avant avec Aouadj. Il peut pourrir l'ambiance du vestiaire, comme ça. Bah, ça dépend maintenant. Il faut que cela soit avéré. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours. Pourquoi cela soit avéré? C'est des faits. J'ai lu ça, c'est confirmé, hein, ce qu'il vient de dire, tout le monde le sait. Oui, donc ok, mais il faut qu'il soit avéré que c'est un joueur qui est nuisible au groupe. Non, Bon, je suppose. Oui, il a eu des sautes d'humeur. C'est pas le seul. Il y en a eu d'autres également. Bon, pour l'instant, ça a pu être géré. Là, il a joué, il a marqué, etc. Tout le monde est heureux. On verra comment ça va se dérouler cette semaine. Mais c'est vrai qu'il y a des caractères difficiles à gérer. Ce n'est pas le propre de la GSK, c'est le propre de plusieurs autres clubs. Maintenant, Hanachi a dit, là, je m'occupe de Zabia, je sais comment lui parler, comment le gérer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème gravissime. Il n'a pas dit je m'occupe de Zabia, il a dit c'est au staff technique de gérer le il a responsabilisé Aziz Ejoudi. En interne, il a dit il n'y a pas de problème, je sais comment le gérer, etc. Mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il y a eu une victoire, il y a eu un but marqué, il n'y a pas de cas Zabia, un cas flagrant. Des petites escarmouches comme ça, mais il n'y a pas de cas flagrant. On verra dans les prochaines semaines. 5 pénaltys sifflés, dont 2 au stade Brakni de Blida, qui a vu l'Arba battre le Chebab Riadi de Belouizdad avec un triplé de Bouguerois, le joueur de l'Arba, qui a inscrit 2 pénaltys, les 2 pénaltys sifflés, un doublé de Rbih. L'Arba qui n'avait pas gagné depuis 4 rencontres, qui est resté sur une défaite, rappelons-le, contre l'USMA d'Alger au stade Brakni, qui affronte une équipe du CRB qui hier a fait du yo-yo, parce que dans un moment donné, elle était relégable, et puis après, elle n'était plus relégable. Tout dépendait du résultat de Ouldia d'Alger, JSM, Béjaïa. Aujourd'hui, cette équipe-là se donne de l'air, mais dans le même temps, une équipe du CRB où le président Malek parle également de complot. Bon, hier, j'ai pas vu de complot sur les images que j'ai vues à la télévision. En parlant du penalty. Voilà. Moi, j'ai vu déjà une équipe du CRB qui a joué de l'avant. Peut-être qu'elle est un peu plus libérée avec la venue de Abdelkader Irish. J'ai vu une équipe entreprenante, c'est ce que je n'ai pas vu depuis longtemps au sein du CRB, surtout à l'extérieur, parce qu'elle a du mal à l'extérieur cette saison. Mais il faut dire également que l'Alba a joué. Le CRB qui n'a plus gagné depuis la 9e journée. Pour donner juste une idée, c'est 2 points sur 21 possibles. Oui, bon, c'est vrai que les statistiques ne sont pas en sa faveur. 2 points sur 21 possibles, c'est que vous jouez la relégation. Oui, mais hier, j'ai vu les prémices d'un début de redressement. Peut-être que ça va se confirmer dans les prochaines journées. On n'en est qu'à la première journée de la phase retour. Mais c'est vrai que l'Alba aussi a poussé. Elle a eu elle était menée 2 fois là-bas. 2 fois. Elle a eu le mérite de revenir à chaque fois. Bouguerois a inscrit 2 pénaltys, même 3, parce qu'il a dû refaire le deuxième pénalty. Il a dû retirer, et encore avec succès. Hier, c'était un match à distance entre 2 joueurs, Bouguerois et Rebih. Et c'est Bouguerois qui a eu le dernier mot. Mais je le dis, sur ce que j'ai vu hier du CRB, il y a un peu d'espoir pour un redressement dans les prochaines journées. Moi, je pense que on avait reçu M. Brahimi, vous avez reçu M. Brahimi, il disait que le CRB avait besoin d'un défenseur expérimenté. Ils ont ramené Bougui. Ils ont ramené... l'Égyptien. Oui, mais il parlait d'un défenseur quand même expérimenté. Je vois, ils ont ramené Dahman, ils ont ramené Bougui. Et je
pense qu'ils n'ont pas bien profité du mercato parce que la défense du CRB, ils encaissent beaucoup de buts. Et ils ne marquent pas beaucoup. Non, hier, ils ont marqué 2 buts quand même. Ça reste insuffisant sur la phase aller si vous prenez. Ils sont à moins d'un but par match. Ils avaient le droit, c'était un club qui avait le droit de recruter 4 joueurs. C'était l'un des rares clubs qui avait le droit de recruter 4 joueurs. Ils n'ont recruté que 3 joueurs. Ils n'ont pas ramené le défenseur que le public attendait. Ça ne court pas les rues également, les bons joueurs, les bons défenseurs. Le CSC, ils sont allés chercher un excellent défenseur, un immigré, Bouhanna, qui va. Bon, on ne l'a pas encore vu, mais si tu cherches, tu trouves, Ma'ammar. Alors, les Franco-Algériens, la piste des Franco-Algériens, on l'a vu durant ce mercato, beaucoup de Franco-Algériens ont atterri dans le championnat d'Algérie. Alors, c'était la journée des premières. Il y a eu le premier but de Rebih, premier doublé de Rebih, puis on le fait, premier doublé, triplé de Bouguelois, coup de chapeau, on lui a volé le ballon à la fin du match alors qu'il aurait dû le prendre, c'est la tradition quand vous réussissez. Un coup de chapeau, premier but également pour son premier match pour Zerbia, le joueur qui vient d'arriver à la JS Kabylie, le Libyen. Également, premier but pour Niati comme avant-centre alors que son poste de prédilection est milieu défensif. Il m'a cassé ma transition, c'est pas grave. C'est parce que j'allais partir sur une équipe de haut du tableau. C'est la première également, puisqu'il vient d'arriver, c'est celle de Thiaïba, qui a signé à l'Entente de Sétif, qui sauve l'Entente. Alors, une équipe de l'Entente qui, l'année dernière, elle avait la meilleure attaque du championnat, je pense qu'elle l'a toujours, cette meilleure attaque, mais en marquant plus de buts. Cette fois-ci, elle gagne toujours petitement. 1-0 dans les dernières minutes, difficilement contre Ain Fakaloun avec le but de Thiaïba. L'Entente qui a mal vécu également sa défaite en Supercoupe d'Algérie. C'était le match à ne pas rater. Thiaïba également pour la confiance, c'est excellent. Il joue, il marque. Mais est-ce que vous pensez que l'Entente va pouvoir tenir à ce rythme-là, d'autant plus qu'il y a la Champions League qui se profile? On l'avait dit lors d'une précédente émission, l'Entente de Sétif a vécu très mal la fin de l'année, avec des résultats en dents de scie. La production d'hier confirme cette tendance, même s'il y a eu 3 points, c'est le plus important. Mais c'est vrai que hier, les Sétifiens n'ont pas été convaincants face à Ain Fakroun. C'est vrai que Ain Fakroun, c'est le dernier du championnat, mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a amorcé un redressement, qui était restée sur 5 matchs sans défaite. Sans encaisser de but. Sans encaisser de but. Et hier aussi, il a fallu attendre les 7 dernières minutes pour voir l'Entente marquer un but par la nouvelle recrue Thiaïba. Moi, je pense que c'est un peu mal parti pour les Sétifiens. Et alors, surtout avec la crise qu'ils ont vécue depuis une semaine, les entraînements sous les insultes du public, l'entraîneur qui est conspué, le président qui est conspué, pour moi, c'est reparti sur de mauvaises bases. Pour moi, le test, le vrai, ce sera le week-end prochain en Coupe d'Algérie contre le CS Constantine à domicile. 40 milliards de centimes à trouver avant la fin de la saison. 14 joueurs en fin de contrat, des joueurs qui n'ont pas été payés. On demande, l'ambassade a dit, il faut un entraîneur aux côtés de Khirdine Madoui. Il a dressé un tableau noir de la situation. Vous venez de le dire, ils gagnent, mais ils n'ont pas été rassurants. Cette équipe de l'Entente est peut-être en train de basculer dans la difficulté. Oui, c'est une équipe au bord de l'implosion. Quand on voit les joueurs ne sont pas payés, je pense, depuis 4 mois ou 5 mois, ils se permettent de recruter des joueurs à des salaires, moi je dis à Hammar, c'est-à-dire tu as des problèmes, tu n'as pas d'argent. Je ne pense pas qu'il fallait recruter des joueurs comme Bouazza avec les 20 000 euros et les autres et tout. Donc je pense que Stéphane va connaître une crise et c'est imminent à mon avis. Et attendez, ils vont aller en Champions League, il va leur falloir 2 équipes, 2 entraîneurs, prendre réservé avion spécial pour aller et revenir. Comment ils vont faire? Là, c'est l'exemple type d'un club qui vit au-dessus de ses moyens. Exactement. C'est l'un des mauvais exemples du professionnalisme. Nonobstant, tout ce qu'on doit à l'Entente en matière de palmarès, en matière de représentation efficace du football algérien lors des précédentes Donc, éditions. quelle compétition?
Non, ils ont eu quand même des coupes titres arabes. Quelle arabes. compétition? Non, ils ont été 2 fois champions arabes quand même. La Coupe arabe, vous la considérez? Oui, bah, mais c'est une compétition. Elle était organisée par une télévision privée. C'est comme si aujourd'hui, nous, allez, on décide, on va organiser une coupe. Oui, Oui, mais attendez, elle n'est pas reconnue, elle ne est figure pas dans le reconnue. palmarès. Oui, bien sûr, elle n'est pas reconnue par la FIFA. Alors même la Coupe d'Afrique, même la Coupe arabe remportée par l'USMA, elle n'est pas Mais bien reconnue sûr par la qu'elle est. FIFA. Mais bien sûr. Oui, mais quand même, Ce que je dis là, c'est valable pour l'USMA et pour l'entente. D'accord, mais l'entente de Sétif a quand même essayé de représenter dignement le football algérien lors des précédentes Non, je ne compétitions. remets pas Oui. en cause Moi les aussi, victoires de l'entente, mais je dis, arrêtons de nous dire la Coupe arabe. La Coupe arabe n'est pas une compétition reconnue. La Champions League, la Coupe de la CAF, oui Farid Aït-Saada. D'accord. Et là, l'entente de Sétif a représenté l'Algérie à la Champions League, à la Coupe de la CAF les dernières années. Maintenant, je dis que maintenant, il faut savoir gérer son budget selon ses moyens. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses Donc moyens. vous allez dans le même sens. Oui, bien sûr. Alors déjà, ils ont perdu un joueur, le meilleur joueur. Il a Mohamed laissé Homme est 7 parti. mois de salaire. Et Il a donné parti. une partie de l'argent de son transfert. C'est pour dire que la situation était tendue. Il est parti en Arabie Saoudite à un moment où on a besoin de joueurs, les Son meilleurs meilleur joueur. joueurs locaux ici en Algérie. C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Et alors moi je dis à Hassan Hammal maintenant, c'est maintenant ou bien il ouvre le capital pour des gens qui peuvent ramener de l'argent, ou bien qu'ils vivent Selon ses moyens. Selon ses moyens. Biscrit, est-ce qu'il aime les missions impossibles? Est-ce que ce n'est pas notre Tom Cruise dans Mission Impossible? C'est vrai, avec Bolt Boalalic. Non, mais c'est vrai qu'il faut du courage pour accepter d'entraîner la Lanterne Rouge avec peu de moyens, qui n'a pas pu recruter de bons joueurs durant le mercato. Ou être kamikaze. Oui, Moustapha soit Biscrit. courage, soit kamikaze. Oui, Moustapha Biscrit a eu ce courage. Bon, c'est vrai, il n'a pas promis. Il n'a pas promis le maintien. Il a dit je vais faire mon possible pour redresser la Mais situation. il a accepté la mission. Oui, il a accepté la mission. Attendez, hier. il avait 2 matchs à domicile, c'est-à-dire les 2 matchs où l'équipe peut se relancer, repartir de l'avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il perd les 2 matchs. Il perd 3-0 contre la JS Saoura et il perd hier 1-0 contre le CSC. Attendez, mais hier, c'est une victoire avec les honneurs. Une victoire. Pardon, une défaite avec les honneurs. Hier, Il fait peur. non, hier, Boch a montré un visage vraiment séduisant. L'équipe a raté beaucoup d'occasions parce qu'en face, il y avait un grand Cédric Si Mohamed qui a vraiment sauvé son équipe. Il faut dire qu'hier, il y a eu du jeu. Au Merci. niveau de Résultat Boch. des courses. Il n'y a pas de Ah non, il y a défaite eu sans une défaite, oui. Mais j'ai dit, c'est tout à l'honneur de Biscuit d'avoir Et ils se accepté font cette distan- mission. À un moment où les entraîneurs préfèrent les missions faciles avec des clubs qui sont bien lotis. Citez-moi des missions qui- faciles. Comment? Citez-moi une mission facile. Non, les entraîneurs... Alors, citez-moi 3 entraîneurs qui auraient accepté de prendre le Borj maintenant. Personne ne voulait Borj. Voilà. Eh Il y a bien, que- c'est tout à l'honneur de Il Moustapha n'y a que Biscuit. Mustapha Biscrit. Allez, on continue avec vous sur le foot, après on passera à l'athlétisme. Alors vous, pour vous également, il se met en difficulté. Parce qu'il va avoir cette réputation d'entraîneur, eh bien... Il l'a déjà, rétrogradé. Il l'a déjà. Je pense que s'il ne ramène pas un résultat à l'extérieur lors de la prochaine journée, je pense qu'il ne va pas rester. Parce que si les dirigeants ont fait appel à lui, c'est pour gagner des points. Moi je ne reconnais pas une défaite avec les honneurs. Le club a besoin de points. Il avait l'occasion de gagner 6 points. Il l'a pas Et fait. c'est 0. Et c'est 0 points en bout de course. La JSM BJ a-t-elle hypothéqué ses chances de maintien alors Non. qu'hier il pouvait... Non, pas du tout. Ou c'est le Mouloudia d'Alger qui revient de loin? Bon, un retour un peu tiré par les cheveux. Ah, ils ont gagné. Oui, ils ont gagné, oui. Mais la JSMB, pour moi, n'a pas hypothéqué ses points. Déjà, elle n'est pas encore relégable. Personne Elle est n'est relégable. Non, elle est premier relégable. Mais le CRB n'est pas très loin et les autres adversaires ne sont pas très loin. Et je pense que la JSMB d'hier a montré qu'elle peut faire mieux. Et bien voilà, on retiendra cela. On arrive à la fin. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous demander toujours, Abdou Serwani, l'athlétisme qui vit dans l'ombre du football. On s'en excuse. On vous donnera plus de temps la semaine prochaine avec Tlemcen. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Tizi Ouzou? Alors, Tizi Ouzou, c'était vraiment un régal. Un régal, on a eu de la qualité. On a eu une participation internationale de 33 athlètes, 6 pays, 17 filles, 16 garçons. Et ils se sont placés là où il faut. En ce qui concerne les seniors dames, il y avait l'absence de Souada Selem. Et c'est l'Éthiopienne Haile Zednesh qui l'a emporté devant Malika Bendrebel de l'Association de la protection civile. En ce qui concerne les seniors dames, Kennedy Kipiego, encore un Kenyan. Un Kenyan s'est imposé dans la course des seniors messieurs. Il a devancé
son compatriote Amos Metei. Nelson Kipkogei, c'est un Bahreïni d'origine kenyane, a pris la 3e place. Le premier Algérien, c'est Ahmed Mselles, il arrive à la 6e place. Le Yémen également était présent et il a quand même réussi à prendre des places intéressantes. Première place en junior garçon avec Imad Mahdi et première place chez les cadets avec Yasser Barab. C'est dire que le Yémen est en train de travailler à la base en ce qui concerne les cadettes, pas de problème. Nora Kharoubi de Tachta, imperturbable, elle a gagné à Chlef. Elle a encore gagné à Tizi Ouzou la semaine dernière. Hajar Soukhal en junior fille a gagné également en junior fille. C'est sa 4e victoire d'affilée. 2069 participants à ce cross Saïd Cherdiwi de Tizi Ouzou. C'est ce chiffre qu'on retiendra la semaine prochaine? Alors ça sera le cross de Tlemcen qui se déroulera le samedi sur le parcours de Chetouane. Et on vous promet, vous aurez beaucoup plus de temps la semaine prochaine pour revenir en détail sur cette dernière manche. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous demain, toujours.